chacun des dirigeants y arrive avec son agenda qui n'est pas forcément celui du voisin. Nous en débattrons, nous parlerons aussi de la Constitution et de son article 1er. Le mot race qui y figurait pourrait disparaître. Il y avait déjà eu plusieurs tentatives en ce sens, mais elles n'avaient pas abouti. Cette fois, cela semble en passe d'être voté, mais certains y voient un changement inutile. Enfin, nous irons virtuellement au Panthéon. Panthéon où Simone Veil entre dimanche. Et vous, qui feriez-vous entrer au Panthéon ? C'est la question que nous vous posons, comme nous la poserons à nos invités. Nos invités que voici. Bonjour Christophe Devoc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po de rhétorique et des idées politiques. Vous avez écrit 2 livres récemment, c'était l'année dernière, qui sont toujours d'actualité. C'est Où va la démocratie ? Et Réformer, quel discours pour convaincre ? Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. Juriste politologue, président de la Fondation nationale des sciences politiques, animateur de l'émission Mediapolis le samedi matin sur Europe 1 et auteur de Les mots de Macron, votre dernier ouvrage paru aux éditions Dalloz. Alors moi je l'ai ouvert exprès au mot Europe aujourd'hui. Europe, eh bien, on y trouve ce que disait Emmanuel Macron dans son livre Révolution, c'était paru en 2016. L'Union européenne, c'est aujourd'hui un épuisement des idées et des méthodes, un système complet qui rend l'âme et tourne à vide. 2016. Toujours le plus lucide quand on n'est pas encore au pouvoir. On va en parler. Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. Bonjour. Obs qui interpelle ses lecteurs cette semaine sur la question des migrants. C'est titré « Les migrants et nous ». Et vous y avez réalisé une très intéressante interview du philosophe Marcel Gauchet. On va en parler aussi pour compléter ce plateau. Vincent Trémollet de Villers, merci d'être avec nous. Vincent, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Alors on démarre tout de suite avec cette attaque en règle. La charge, elle est venue de Valenciennes, de Jean-Louis Borloo, qui a éreinté la vision inefficace et dangereuse de la société qu'aurait le chef de l'État et son gouvernement. Est-ce une simple crise d'amertume de l'ancien ministre de la Ville, dont le rapport sur la banlieue a été enterré, je vous le rappelle, ou est-ce plus profond et un vrai angle d'attaque de la politique d'Emmanuel Macron, venant en tout cas d'un homme toujours populaire, ça risque de faire mal. On en parle, mais d'abord on écoute Jean-Louis Borloo, c'était donc hier soir à Valenciennes. Moi, mon sentiment, c'est qu'on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité. Dit en d'autres termes, si on parlait cuisine, il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles. Et cette vision de la société, je la trouve inefficace, dangereuse. On va parler de tout ça. D'abord, je voudrais qu'on écoute la réponse quasi immédiate de Christophe Castaner, le chef de file de La République En Marche. Il était ce matin sur LCI et vous allez voir, il est assez direct et caustique vis-à-vis de Jean-Louis Borloo. Je ne le savais pas, critique gastronomique. Ce que je sais, il était à Valenciennes. Il est élu la première fois, je crois, en 1989. Voilà le début de l'engagement politique. Donc, il a certainement... Vous êtes en train de dire que c'est le vieux monde ? Non, mais non, parce que c'est pas ma sémantique, mais il a certainement de l'expérience pour commenter. Mais en même temps, ce qui m'interroge, c'est ceux qui sont en responsabilité depuis 30 ans. Sont-ils les mieux placés pour nous expliquer ce que finalement ils n'ont pas fait et que nous devrions faire ? On prend des risques. Ces risques, quelquefois, peuvent susciter des critiques. Nous devons les assumer. On le voit, Olivier Duhamel, c'est parti assez vite, cette polémique. Jean-Louis Borloo, depuis, a minimisé, relativisé, dit que finalement, il ne visait pas directement Emmanuel Macron, que c'était les élites en général. Il le fait avec quel dessein et quelle portée ça peut avoir ? C'est pas très sympathique pour les classes moyennes et populaires de les traiter de nouilles. Les nouilles, pourrait-on dire. La métaphore culinaire entre le gratin et les nouilles. Voilà. Ensuite... non, ça peut quand même, évidemment, porter négativement pour Emmanuel Macron, parce que c'est une voix de plus qui s'exprime sur le même thème qui a fortement pris, et qui est le thème du président des riches. Et donc, vous avez François Hollande sur sa gauche qui en a rajouté avec des super riches, et vous avez maintenant Jean-Louis Borloo sur son centre, si on peut dire, qui, dans le fond, entonne la même musique. Et du coup, ça lui donne une consistance supplémentaire et je pense que, oui, c'est difficile pour Macron.
La réponse de Christophe Castaner, elle est pertinente, ce côté un peu condescendant. Oui, ça fait 30 ans que vous faites de la politique et vu le résultat, vous feriez mieux de vous taire. Ça commence à s'épuiser quand même. C'est-à-dire que si on ne peut pas le décréter, personne ne nous obéirait. Mais la dialectique de l'ancien et du nouveau monde, j'espère que ça ne va pas durer pendant 4 ans. Christophe Castaner n'a pas commencé la politique il y a 1 an. Il a été élu depuis longtemps au Parti socialiste. Donc je la trouve un peu faible. Ensuite, ce que révèle cette histoire, c'est une leçon quand même politique presque élémentaire, qui est qu'on n'humilie pas les gens. Parce que l'humiliation est un ressort immense de vengeance et de rancune. Or, Jean-Louis Borloo a été publiquement humilié le jour de la remise de son rapport. Ça peut nous renvoyer aussi à ce qui s'était passé avec le général de Villiers au mois de juillet l'année dernière. Nicolas Sarkozy, parfois, ça sert à rien. Ça sert à rien et ça crée des adversaires politiques qui n'en étaient pas, qui ensuite, comme leur ego est atteint, essayent de se venger de la plus terrible des façons. Et donc là, il minimise Jean-Louis Borloo, mais il a notamment parlé au Figaro dans le papier que publie Marion Mourgue demain matin. Il minimise et il en rajoute dans sa charge sur les élites parce qu'il sent que je pense qu'il a visé juste. Christophe de Vogue, une humiliation de Jean-Louis Borloo Oui, non, mais je crois que beaucoup de choses. En effet, la métaphore, du point de vue rhétorique, elle n'est pas très heureuse quand on veut démontrer ce qu'il veut démontrer. D'autre part, ce que j'arrive pas à bien comprendre, c'est qu'il, dans toutes ses interviews, depuis cela, il dit « Mais non, c'est pas Macron que je vise tout en le visant sans le viser ». Donc là aussi, c'est pas très clair. Il dit « Je parlais pas de la France, je parlais pas vraiment de Macron, je parlais en général de ma vision du monde ». C'est sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec, je crois qu'on le sait depuis au moins le cardinal de Retz, ou voire Machiavel, l'humiliation en politique, c'est vrai que c'est considérable. Est-ce que c'est seulement ça? Je ne pense pas, parce que Borloo, c'est quand même un homme qui a une dimension de projet. Je trouve que ce que fait Christophe Castaner, en tout cas, n'est pas habile. D'abord, vous avez vu son langage, son body language, comme on dit en bon français. Il est extrêmement nonchalant, oui, à la limite, là aussi, de l'humiliation. Et il dit... Quand on parle de Borloo, quand même, le plan de Borloo, l'agence de rénovation urbaine, c'est pas rien. On ne peut pas dire ça a été n'importe quoi. Nos banlieues, tout le monde le mesure, même si elles ne vont pas bien, au moins n'ont pas ce visage épouvantable, déprimant, dépressif et humiliant pour la France, je dirais qu'elles avaient il y a 15 ans. Donc je ne jetterai pas le Borloo avec l'eau du bain de l'ancien monde. Jean-Louis Borloo, on l'a dit, à relativiser. En même temps, on a appris qu'il avait vu à plusieurs reprises, je crois, Valérie Pécresse. Enfin, il y a un rapprochement en cours. En fait, il a résisté à la tentation de la vengeance. C'est pour ça qu'il essaye aujourd'hui de généraliser son discours. Mais c'est plus fort que lui. Et c'est vrai que du coup, ça va ressortir forcément, cette amertume et les mauvais traitements qu'il a subis. Pour Macron, c'est une faiblesse. Parce que... Bah oui, Borloo, c'est naturellement quelqu'un qui aurait dû être de tout cœur avec lui. Donc perdre un élément qui naturellement devrait participer à la majorité, c'est une mauvaise manœuvre politique. L'erreur initiale, c'est de lui avoir confié un rapport, en vérité. Parce que si on réfléchissait... Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça, ce serait désobligeant. Mais si on avait été très prudent, on aurait pu se dire, si je confie un rapport à Borloo, il va me sortir un truc énorme. Il va me faire du Borloo puissance 10, et moi, je ne pourrais pas suivre. Donc, après, une fois qu'on avait fait ça, c'était difficile de trouver un moyen de ne pas prendre le rapport sans que ça l'humilie. C'était compliqué. Et puis Borloo, c'est ça, c'est pas un haut fonctionnaire ou un spécialiste, c'est vraiment quelqu'un qui... Il y a eu cette fameuse phrase des deux mâles blancs qui était inutile à plusieurs aspects. D'abord parce qu'elle a déclenché une polémique sur la dimension qu'elle avait en qualifiant les mâles de blancs, mais surtout parce que Borloo était là et était présent. Et moi, je ne crois pas, moins que président des riches, ce qui a l'air de menacer Emmanuel Macron, c'est une forme d'un je ne sais quoi de supérieur. Vous savez, il y a une phrase de Monterland qui dit « toute supériorité est un exil ». Et on a l'impression que parfois, il se montre en exil chez les gens qui n'ont pas l'intelligence remarquable et le parcours extraordinaire qu'il a. Et ça peut finir par sédimenter pas mal de mécontentements. Ça le sépare, ça le coupe des autres. Quelques réactions à ce sujet. Philippe, Borloo a totalement raison. Et vous êtes plusieurs apparemment à être de cet avis. L'artichaut, c'est votre surnom sur Twitter. Je ne sais pas trop quoi dire, il a le droit de critiquer, mais n'est-ce pas que de la rancune? On l'a dit, il y a sans doute un peu des deux. Mais Claudie, quand on tape sur les anciens, les jeunes, les handicapés et que l'on protège les hauts revenus, ce n'est pas très juste, c'est bien un président des riches. Et à la question qu'on vous posait, donc Jean-Louis Borloo a-t-il raison de reprocher à Macron sa vision inefficace et dangereuse de la société? Vous êtes 59% à nous dire que oui. Donc ça va plutôt dans le sens... un point pour Borloo, si on peut parler de match, mais ce n'est pas tellement l'expression adéquate. Puis ça arrive quand même dans
un moment où il y a eu énormément de petits événements, parfois anecdotiques, parfois dérisoires, mais qui s'accumulent et qui fait qu'il y a une espèce de doute qui s'installe autour d'Emmanuel Macron, qui succède à la bienveillance qui jusqu'ici présidait dans une très large partie de l'opinion. Mais est-ce qu'on peut imaginer un centre, justement je parlais de Valérie Pécresse, une espèce de qui se reconstitue un peu plus et qui soit une véritable opposition à Emmanuel Macron? Oui, on peut imaginer que si Wauquiez continue sur la ligne qu'il a empruntée, il y a quand même beaucoup d'élus et un certain nombre d'électeurs qui vont se sentir orphelins et qui, surtout si la situation se dégrade petit à petit pour Macron, cesseront d'avoir fait leur mouvement vers Macron et du coup un espace politique se libérera. C'est tout à fait possible. On suivra tout cela. On va parler de l'Europe. On va parler donc de ce Conseil européen. La chancelière allemande a tout de suite placé la barre très haut avant l'ouverture du Conseil cet après-midi à Bruxelles. C'est le destin de l'Europe qui se joue, a dit Angela Merkel. Mais un destin à combien? C'est l'une des questions qui se posent. Sur la crise des migrants, les divisions sont flagrantes et la volonté de trouver une solution pas du tout évidente. On regarde d'abord la chancelière. C'était donc ce matin devant le Bundestag. Europa hat viele Herausforderungen, aber die der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden. Donc pendant qu'Angela Merkel dit que c'est le destin de l'Europe qui se joue, Emmanuel Macron, lui, qui est arrivé en fin de matinée, début d'après-midi à Bruxelles, a d'abord listé tous les sujets dont il pensait qu'on allait parler, et puis il a ensuite parlé des migrants. Il a un petit peu relativisé finalement, mais il parle de solutions européennes. Il y a une alternative simple qui nous est aujourd'hui posée à tous. Est-ce que nous voulons des solutions nationales ou est-ce que nous croyons dans des solutions européennes et de coopération? Pour ma part, je défendrai des solutions européennes de coopération. Alors, Vincent Tréboulé, Angela Merkel, elle dramatise à dessein. Oui, mais je pense qu'elle a raison. Enfin, le constat politique est réel, c'est-à-dire que la crise migratoire entraîne l'Europe dans un sujet et un défi politique pour lequel elle n'était pas préparée. Donc c'était une zone commerciale prospère, pacifiée, réglée par le droit. Mais là, la politique avec la restauration des frontières, savoir qui a le droit au droit d'asile, qui n'a pas le droit à des décisions, la doctrine même de l'Europe vis-à-vis de l'immigration. Est-ce qu'on a besoin d'immigration? Dans quelle proportion? Elle n'est pas définie d'un pays à l'autre. Et donc, cette crise peut mener l'Europe à l'implosion. On le voit très bien comment. Quand il n'y avait que les pays de l'Est, on considérait que c'était lointain, que c'était des Européens de fraîche date et que ça pourrait se régler. Maintenant qu'il y a cet axe qui va de la Bavière jusqu'à l'Italie, ça se rapproche. Donc je pense que son constat est juste. Et je pense aussi qu'Emmanuel Macron a raison. En tout cas, pour la crise des migratoires, les solutions nationales ne repoussent que le problème d'un pays à l'autre. Et donc les pays frontaliers sont contraints à s'entendre. Malheureusement, je crains que ce sommet ne leur permette pas de le faire. Olivier, on a deux versions, on a deux analyses, il me semble. On a parfois l'Europe est fichue, plus rien ne peut permettre de ressouder tout ça. Et l'autre, cette crise des migrants, finalement, elle oblige l'Union européenne à se remobiliser. Où est la vérité? Alors, en tout cas la vôtre. D'abord, dans le scénario noir, il ne faut pas aller trop loin. Je ne pense pas qu'il soit possible que tout ça aboutisse à la fin de l'Europe. Ça, je ne crois pas du tout. Je crois que, d'abord, la zone euro, dans tous les pays, les gens, les peuples et les élites sont attachés à l'euro. C'est très frappant de voir que quand il y a une poussée populiste en Italie, ils se font rappeler à l'ordre sur l'euro, par exemple. Sur l'euro, immédiatement, vous vérifiez qu'il y a une forte majorité d'Italiens qui redisent encore, au moment où ils sont le plus violents contre l'Europe, qu'ils veulent absolument rester dans l'euro. De même que... Marine Le Pen le sait aussi. Voilà, exactement. Donc, et ça, cet acquis-là, et puis pas que l'euro, le marché unique à peu près tel qu'il fonctionne, etc., tout ça ne va pas être remis en cause. Ce qui est le destin qui se joue de l'Europe, c'est donc pas la fin de l'Europe. C'est est-ce que l'Europe est capable de passer à une étape supérieure pour constituer une puissance capable de régler ses problèmes fondamentaux et de peser par rapport aux grands ensembles nouveaux qui vont co-diriger cette planète. Et là, pour le coup, alors là, la réponse est exacte de dire que ça, c'est l'enjeu véritable. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que ça va être le sursaut? C'est très bizarre comme ça fonctionne, la politique. Regardez, en 2015, vous avez une crise migratoire terrible, terrible. C'est-à-dire vous avez eu un afflux de réfugiés et de migrants, non réfugiés, de toutes sortes, considérable. Beaucoup de réfugiés à cause de la Syrie et tout, mais pas seulement. Et
il ne s'est pas passé grand-chose. L'Europe ne s'est pas dit, là, il faut absolument qu'on se réunisse, qu'on fasse des sommets, qu'on définisse une nouvelle politique. Mais grâce à l'Allemagne aussi. Et 3 ans après, le recul est considérable, pour toutes sortes de raisons, parce que Frontex fonctionne un peu mieux, parce que la Turquie en garde chez elle, parce qu'il y a des Syriens qui veulent rentrer ou préparent le retour chez eux, pour toutes sortes de raisons. Vous avez une pression migratoire extraordinairement réduite. Et c'est le moment où on dit c'est un problème terrible, c'est une crise atroce, et il faut qu'on règle ça à tout prix. C'est au moment où le flux des réfugiés est au plus bas que le populisme est au plus haut. Exactement, exactement. Alors le résoudre à 28, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas faisable, ou à 27, je crois que ce n'est pas faisable. Mais le résoudre à un nombre significatif des plus concernés, oui, y compris l'Italie. Parce que ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que, dans le fond, les populistes italiens ont le même intérêt. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait une politique commune efficace définie avec l'Allemagne, avec la France, avec l'Espagne et avec quelques autres. Donc ils ont intérêt, comme disait Vincent, il faut une politique européenne, il n'y a pas de solution nationale. Et les plus nationalistes ont un intérêt national à une politique européenne. Mais lesquels ont, le président du Conseil italien a d'ores et déjà, dès ce matin, dit il faut menacer de ne pas signer d'accord et de. Donc tout de suite là aussi la pression existe. D'abord rappeler que quand Angela Merkel parle du destin de l'Europe, elle parle d'abord du destin d'Angela Merkel aussi. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'elle a quand même le couteau sous la gorge, ça c'est quand même un peu plus sérieux. Du fait que sa coalition est au bord de l'éclatement sur cette question, et notamment son propre parti avec la CSU, qui lui dit il faut régler ce problème, etc. Donc, elle est en passe de ne pas passer les éliminatoires. Elle est bien d'accord. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être pas avoir une crise européenne dans les jours qui viennent, mais une crise allemande. Et ça, par répercussion, ça peut être assez grave. Alors sur la question évidemment de la crise migratoire, c'est vrai que les flux sont en baisse, mais d'une part, pour combien de temps ? D'autre part, il faut bien voir que il y a eu un déplacement aussi, par exemple. Il n'y a jamais eu autant de demandes d'asile en France cette année. Ne l'oublions pas. Et puis, cette immigration des migrants, dans l'esprit des gens, veut aussi bien voir. Je suis d'accord avec ce que dit Olivier Duhamel sur l'effet retard, mais il y a aussi une accumulation. Ce sont des gens qui se rajoutent à des migrants qui sont là. Il n'y a pas eu une inversion des flux migratoires. Il ne faut pas non plus donner cette idée. On est quand même encore à 200 000 cette année. Ça, on peut repasser à 500 000, plus la migration régulière, plus la migration clandestine. Donc, dans l'esprit des gens, l'affaire est loin d'être réglée. Et on aura un petit peu de temps. Je crois que le refrain qu'on entend en ce moment sur bon, tout va bien ou tout va mieux, non. C'est moins pire que ça n'a été, mais c'est extrêmement fragile. C'est ce que vous dit Marcel, juste Sylvain, c'est exactement ce que vous dit Marcel Gauchet dans son interview. La pression migratoire, elle est continue, elle ne va pas... Parce que ça procède de déséquilibre de richesse et de démographie qui ne vont pas s'inverser. Et en même temps, il rappelle quelques chiffres en disant que l'Europe, c'est 7% de la population mondiale. Et donc forcément, il y a un attrait, et donc il pose la question, il dit que ça va supplanter la question sociale, en fait. C'est la nouvelle question sociale. Il y a un livre très important de Stephen Smith. Je crois qu'Emmanuel Macron a cité d'ailleurs dans un de... qui s'appelle pas un fasciste. Qui s'appelle La ruée vers l'Europe, et dont la démonstration chiffrée est très très spectaculaire et indique que l'idée de dire qu'il n'y a pas, comme certains le disent, que finalement la crise migratoire n'existe pas, ces gens-là se trompent. Ensuite, il y a des gens quand même qui avaient vu en 2015 les choses, notamment à l'Est. Et c'est Isabelle Lasserre qui a fait une interview d'Ivan Kratchev, qui est ce sociologue bulgare qui avait dit, social-démocrate, qui avait dit la crise des migrants de 2015 et le 11 septembre de l'Europe. Et en fait, il avait peut-être vu des choses que nous n'avions pas vues à l'Ouest. Attention, c'est un libéral, hein, j'y tiens, je le connais. Il n'est pas social-démocrate. Il est libéral. Bon. Précision utile. Avec Macron, on peut... Mais alors, cette Europe de sanctions aussi, parce que Emmanuel Macron a mis sur la table l'idée de sanctions financières pour des pays qui ne coopéreraient pas dans la répartition des migrants. Il faut une Europe du coup de bâton quand on fait... Védrine, ça. Hein, oui, mais ça peut fonctionner. On se dit, ça ne peut pas marcher de faire marcher tout le monde à la baguette. Sans avoir absolument approfondi le dossier, je crois qu'en l'état juridiquement tel quel, c'est pas possible. Mais il y a un autre moyen de faire qui, au bout de l'histoire, reviendrait à la même chose, qui consisterait à réduire le budget des fonds structurels, et ça, on a absolument le droit de réduire tel et tel budget, on s'apprête bien à le faire pour la PAC, et à consacrer beaucoup d'argent à une politique migratoire et de l'asile dans laquelle il y aurait de l'aide européenne pour les États qui accueillent. Ça, si vous faites ça, ce ne sont pas des sanctions, mais c'est un système de bonus-malus en quelque sorte. C'est quand même de carottes et de bâtons, quoi, un peu. Oui, mais un petit peu plus subtil que la sanction qui, à mon avis, n'aurait pas de base juridique, déjà, sauf évidemment quand il y a des violations précises de telle et telle règle, mais à ce moment-là, ça met très longtemps, ça passe par la Cour de justice et autres. Et deux, qui aurait l'avantage d'être incitatif pour les gens qui se donnent du mal pour régler le problème. Et Védrine allait même plus loin, puisque lui, il avait l'idée de suppression des aides aux pays
d'Afrique dont les classes moyennes s'en vont, quand ils ne cherchent pas à les conserver, et voire les mettre à l'amende. Je ne sais pas si c'est possible pratiquement juridiquement, mais installer un rapport de force pour essayer... Parce qu'on parlait des pays d'Europe qui refusent. D'accord, pardon, moi je parlais des pays de départ. Voilà. Mais c'est toute la thèse aussi de Stephen Smith qui dit, en fait, l'Europe aide, puisque les premiers, quand on commence à aider un peu les pays d'Afrique, on favorise l'immigration. Bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait une... On est un peu contradictoire dans nos... Il faut avoir un peu d'argent pour entreprendre ce périple, en fait. Ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, dans un premier temps, l'émergence des classes moyennes, au contraire, encourage donne les moyens du départ. Mais l'expression « dans un premier temps » est importante. Oui. C'est-à-dire que c'est un effet pervers à court et moyen terme, mais pas à long terme. Et puis l'événement, je pense, qui a tout changé, c'est Salvini. Et c'est l'histoire du bateau de l'Aquarius qu'il refuse et qui transforme cette crise des migrants qui était acceptée comme une espèce de fatalité. Ça n'est plus un état de fait. Il donne une possibilité ou pas, c'est peut-être de la démagogie, de la politique, et donc il dit aux autres peuples, regardez, vos chefs d'État ne font rien et moi je fais quelque chose. C'est là que ça devient un enjeu politique. Je pense que c'est ça, c'est cet événement qui transforme. Mais vous avez vu comment Emmanuel Macron a changé de ligne, parce qu'il parlait de sanctions, puis là il a même dit coopération, ce qui a un sens très précis en langage européen, c'est-à-dire une coopération, c'est pas une politique intégrée. Et donc moi je crois qu'on va sortir avec des accords à 3, 4, 5, 6, on verra, et basta. Par ailleurs, je voudrais juste pour rebondir sur ce que disait Vincent, donner le résultat de notre sondage Odoxa qui paraît demain sur le sujet avec Dentsu Consulting, et justement sur le côté défiance peut-être provoquée à l'égard du Conseil européen. Donc, le sondage montre, on va avoir le résultat s'afficher, les Français expriment leur défiance vis-à-vis du Conseil européen et des institutions européennes en général à 73%, et ça a augmenté de 7 points par rapport à 2015. C'est une indication. Moi, je crois vraiment que dans l'état d'esprit de l'opinion publique, de plus en plus, il y a l'idée que l'Europe n'est pas une entité politique. Donc elle ne sait pas faire de la politique régalienne, si on doit la qualifier, qu'elle sait faire du commerce très bien, que l'euro, ça marche très bien. Et donc la révolution culturelle à mener, c'est celle-là. Et c'est sur cette crise qu'on verra si c'est possible ou si, au fait, les outils ne sont pas à disposition. Ce qui est, lorsqu'on croit au sens des mots, parfaitement exact. Parce que, est-ce que l'Europe est capable de trouver une solution, j'ai essayé de lire, à la crise des migrations? L'Europe, justement, l'Europe n'existe pas. Ce sont des États qui se déchirent et qui ne veulent pas d'une politique européenne, qui ne sont pas capables de mettre une politique européenne. Donc même moi, j'aurais répondu que l'Europe n'est pas capable, puisqu'on ne laisse pas l'Europe devenir l'Europe sur ce sujet. Deuxièmement, les gens pensent une partie des gens peuvent penser qu'il y a quelque chose d'inéluctable dans la poursuite des migrations, et surtout que c'est extraordinairement compliqué. Parce que quand vous cherchez de bonne foi, ce qui est assez rare dans le discours public, les dénonciations sont très fortes, mais les propositions, je pense que ce qu'il faut faire et qui est faisable, ce serait ça et ça et ça, ça devient beaucoup plus rare. Et là, c'est très 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 difficile de faire des choses qui soient efficaces, un minimum respectueuses du droit international et des règles de droit, un minimum. Quand on parle de créer des centres de rétention dans des pays autres et qu'on les bloque là-bas, je veux dire, si on voit ce que ça veut dire, ce qui se passe en Libye, comment est-ce que des démocrates peuvent défendre une chose pareille? Donc, combiner un minimum de respect des droits et de la dignité humaine et d'efficacité. Vous disiez les centres de débarquement, enfin la plateforme de débarquement, le terme employé par Emmanuel Macron, là, qui est encore assez flou. On ne sait pas si ça peut être en Albanie, en Tunisie. Non, mais je crois ils vont aller vers des centres qui seront installés en Europe, dans les pays qui voudront bien. Mais je pense qu'on viendra à des centres éventuellement dans des pays extérieurs, mais évidemment qui seraient gérés par l'Europe avec des accords bilatéraux. Des accords avec ce pays. Mais c'est là encore, le même mot peut recouvrir des choses extraordinairement différentes. Si on recouvre des centres dans lesquels les autorités locales font ce qu'elles veulent, les gens se font violer et torturer, c'est pas la même chose que si ils ont droit à des avocats, ils ont droit à ce que leur... Parce que quand même, il y a une règle absolue qui est quand même... dans les traités internationaux, dans notre Constitution, etc., c'est que chacun a droit à demander l'asile et que sa demande doit être examinée. Et quand même, à ce jour où à chaque fois tout se durcit, on n'en est pas encore à dire qu'il faut supprimer le droit d'asile. Mais au train où ça va, de l'extrême droitisation des propositions, ça finirait comme ça. Le danger, c'est que si on le caractérise pas et si on n'en trace pas les véritables contours, le droit d'asile, il sera supprimé. Oui. Il sera emporté dans l'impuissance publique. C'est ça. Donc il faut construire des moyens de le traiter en droit et efficacement.
Le droit d'asile, oui, mais là, mais- on revient à la politique, parce que vous parliez d'accords bilatéraux, il y a un endroit où il n'y a plus d'État, c'est la Libye. Absolument. Et à partir du moment où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de possibilité d'accords même imparfaits. Ça veut dire que ceux-là, on ne peut pas les traiter en Libye. Donc soit on les traite en amont pour qu'ils n'aillent pas en Libye, et là aussi on peut avoir une politique dans laquelle, pourquoi pas, les demandes d'asile sont examinées dans les pays d'origine. Pourquoi est-ce qu'on n'examinerait pas dans nos consulats, dans nos ambassades, avec des gens compétents et selon les règles qui conviennent, les demandes d'asile. Oui, mais et puis si on... est-ce que c'est pas un peu justement dépassé? On a le nez sur ces histoires de demandeurs d'asile, mais comme on le rappelait, la pression migratoire et les migrants, ça va être aussi l'immigration économique, climatique. Donc même si Et on en termes résout de- la question du droit d'asile, les migrations vont Oui, passer pas- ses pas vous autant. avez raison, le droit d'asile, mais ce que je dis, vous pouvez l'appliquer au-delà du droit d'asile. Vous pouvez l'appliquer pour traiter aussi les demandes de visa des migration étudiants, les demandes de regroupement familial, les demandes de migration économique, et puis dans un système dans lequel, si vous l'accordez, c'est bon, tout va très bien. Vous pouvez aussi inventer des choses un peu plus subtiles qui peuvent être des autorisations de séjour temporaires, au lieu de vous venez, puis C'est vous tout faites l'un ou tout l'autre, naturaliser, ouais. et puis Et puis quand même, la charge émotionnelle de la traversée de la Méditerranée revient au droit d'asile, rappelle à l'Europe cette tradition du droit d'asile. Alors par moment, peut-être qu'elle la dévoie, et c'est vraiment ça le problème, c'est-à-dire que je pense qu'on appelle accueil très souvent ce qui est une impuissance publique. Et que si on ne restaure pas la possibilité d'un choix et de vraiment d'être des protecteurs pour ceux qui sont réellement menacés, à la fin, peut-être qu'on verra disparaître la notion même de droit Mais d'asile. Marie-Amélie a eu raison de m'objecter, et les autres, parce que la ligne, qui est la ligne officielle de plus en plus qu'on entend, les réfugiés droit d'asile, oui, les autres non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut définir les choses autrement, parce que ça, c'est pas vrai, ça ne se passera pas, c'est d'ailleurs pas souhaitable que ça se passe, et c'est pas faisable. Donc on est obligé d'accepter un minimum, Oui, mais on pourrait avec dire... des règles précises, etc., des contrôles. Mais on ne peut pas dire qu'on acceptera que les demandeurs d'asile, c'est pas vrai. C'est Quelques pas le cas. réactions, si vous voulez bien. Naran qui nous dit à 28, je ne crois pas l'Union capable de trouver des solutions. Il y a trop de divisions, un monde de différences. Et puis il manque un chef. Où est Juncker? L'artichaut toujours. Il faut développer la zone euro pour moi avant de s'aventurer à plus. Jérémy qui nous dit une solution européenne de gestion du flux migratoire n'a pas vraiment de sens si elle ne s'attache pas aux causes de ces flux intenses. Un commerce équitable, des politiques non vassales avec ces territoires ne sont-ils pas des points obligés à traiter humainement? Et René, qui est une dame, l'Europe ne peut fonctionner à 28, il faut arrêter les votes à l'unanimité. Et pour le résultat à notre question, qui était donc celle-ci, l'Europe, pensez-vous l'Union européenne capable de trouver des solutions sur la question migratoire? Eh bien, vous êtes 76% à nous dire que non. Un dernier Oui, mot mais alors là-dessus, Christophe les Dehoff. mêmes disent, attention, les mêmes d'abord n'ont pas non plus beaucoup confiance dans leurs institutions nationales. Quand on les interroge, ils ont même plutôt tendance à avoir plus confiance ou moins de défiance à l'égard des institutions européennes. Il faut toujours le rappeler. Et d'autre part, sur l'idée qu'il faudrait une réponse européenne, l'opinion européenne est très nettement majoritaire, faut pas l'oublier. À la fois, les gens sont très nettement préoccupés par la question migratoire, il ne faut jamais l'oublier non plus, c'est-à-dire les 2 tiers des Européens, dans notre étude Où va la démocratie, sont très inquiets, et c'est de très loin le premier sujet d'inquiétude des Européens, mais en même temps, les 2 tiers aussi considèrent qu'il faudrait une réponse commune. Ouais. Et c'est un peu tout l'enjeu de ce qui se passe, mais je crois que nous sommes déjà un peu trop loin et qu'on ira vers des coopérations, comme on dit, on trouvera la formule, nos rhétoriciens européens à trouveront de géométrie très... variable. Bien sûr. Ouais. Alors, on va passer à un sujet français, celui de la Constitution et de sa révision. C'est à l'unanimité hier que la Commission des lois a voté hier donc la réécriture de l'article 1er. La référence à la race a disparu. Alors, selon le nouveau texte, qui doit donc être encore voté en séance publique, la République assure, on va le voir, l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Le mot sexe a donc remplacé celui de race. Eh bien, je me tourne vers Olivier Duhamel, constitutionnaliste. Alors, s'il y a un sujet dans la révision constitutionnelle sur lequel tous les citoyens peuvent avoir un avis et sur lequel il n'y a pas de réponse d'experts, c'est bien celui-là. Et d'ailleurs, les experts de toutes sortes ont des avis extrêmement différents sur le sujet. Et moi-même, je dois reconnaître que j'étais assez longtemps perplexe, mais je plaiderais plutôt pour la suppression du non-race, pour une raison très simple, c'est que pour les gens qui lisent notre Constitution, si beaucoup d'entre eux, s'ils voient le mot race,
ils ne le prennent pas dans le sens pour lequel il avait été établi à la Libération, qui était la dénonciation du nazisme. Et ils peuvent en déduire que les races existent et du coup que ça peut avoir un effet. Vincent, je suis d'accord avec vous sur cette déduction, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur les conséquences et ce qu'on doit faire derrière. Parce que justement, ce mot qui peut heurter celui qui lit la Constitution lui rappelle ce qu'est une Constitution, qu'il y a une histoire, que dans cette histoire, il y a des périodes sombres, qu'il y a un héritage qui le précède, qu'il y a des siècles qui le précèdent. Et le danger, je trouve, à vouloir adapter la Constitution à l'époque qu'il la vit, c'est que cette adaptation peut aller très loin. La morale change, les mœurs changent, et la loi doit évoluer avec eux, mais pas trop vite. On ne touche à la loi qu'avec la main qui tremble. On doit aussi s'en... Et là, ça ne va pas à une vitesse d'enfer. Non, mais quand on voit que Robert Badinter rappelle que c'était lors du débat en 2000, quand François Hollande en a parlé, Robert Badinter, c'était hostile, et disait « ce mot a été mis là pour disqualifier le racisme ». Donc, rappeler le sens de la présence de ce mot peut donner à ce texte une force plus importante que retirer ce mot. Finalement, vous êtes plus optimiste que moi, ce qui est un comble. Si on fait abstraction de ce contexte historique, le mot race, il est un peu superflu, parce que si déjà elle inclut sans distinction d'origine, de sexe et de religion, c'est suffisant pour éliminer le racisme. Donc effectivement, le mot peut quand même prêter à des interprétations fautives, peut stigmatiser, donc on va l'enlever. Enfin, c'est un tout petit mot, on peut quand même l'enlever sans que ce soit... Mais moi, je suis un petit peu... Là, je ne parle pas comme constitutionnaliste, mais comme rhétoricien. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, d'une part, n'oublions pas qu'on le supprime et qu'on remplace, en quelque sorte, par sexe. Vous aurez... Non, mais vous aurez... Oui, c'est juste. Mais vous aurez immédiatement on parie des deux mains, des demandes reconventionnelles pour dire, non pas sexe, mais genre. Oui. Hein ? Donc ça, prochaine révision constitutionnelle, on va remplacer sexe par genre. Donc vous voyez, on ouvre un peu une boîte de Pandore rhétorique, d'une part. D'autre part, quand même, la référence à la race, elle est particulièrement négative, quand même. Là, c'est pas une référence au racisme. Et vous allez avoir, attention aux effets pervers de ça, c'est-à-dire qu'on pourra tout à fait dire, vous dites l'origine peut remplacer la race. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que vous pouvez très bien être, depuis des siècles, pensez à nos départements d'outre-mer, on est d'accord, d'origine française, mais pas exactement de l'ethnie, comme on dit, française dominante sur le continent. Donc là, on va vous dire, alors, vous voyez, ça pourrait avoir un effet pervers même, c'est-à-dire, et moi je suis certain qu'il y a des avocats malins qui vont dire bientôt, mais attendez, il n'y a plus de racisme puisqu'il n'y a plus de race. On parie ? Enfin, le jour où un juge suit ça, et de toute façon, il en est fini de la justice. Donc, Oui, mais non, mais je parle du débat intellectuel. Hein. Et puis cette histoire apparaît quand même dans un processus qui va très au-delà des réformes constitutionnelles, qui est celui d'un nettoyage sémantique et d'une réécriture qui empêche, en fait, qui évacue une dimension de l'intelligence, qui est la contextualisation. Pourquoi on disait ça à ce moment-là ? Et je pense que si, en tout cas moi, ça me heurte le fait qu'on enlève les mots. Puis en plus, il y a eu un concours Lépine de propositions là, dans la Constitution. Il manquait quasiment que le tri sélectif pour que tout y soit. Il y a quelque chose qui me gêne, non pas par esprit de conservation, mais parce que c'est un moyen de comprendre les époques qui nous ont précédés, comment on est arrivé là où nous sommes. Et on voit ça dans la littérature. Là, j'ai vu que le prix Laura Ingalls, la petite gamine de la petite maison dans la prairie, a été supprimé des prix pour enfants parce qu'ils étaient trop sudistes. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'on fera de Balzac, puis je ne sais pas ce qu'on fera de Peggy, qui emploie le mot race française, jamais dans un sens, évidemment, de sang, mais comme un état d'esprit. Bon. Non, mais là, vous procédez à une généralisation. Non, mais je dis que ça se fait dans ce décor. Je suis d'accord avec vous. Je dis que ça se fait dans ce décor. Je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que ça se fait dans ce décor. On va juste avec une voir discussion d'éminents constitutionnalistes, on se dirait... On va juste regarder ce qu'en dit dans les pages Figaro Vox, Serge Federbusch, qui parle de catalogue de bobos sentiments. Quant à la préservation, alors parce qu'il parle des autres changements en vue de la Constitution, la diversité biologique, le changement climatique, qui risquent aussi d'être inscrits dans le premier article de la Constitution. Si M. Hulot parvient à ses fins, ils ne pourront qu'achever de transformer en catalogue de bobos sentiments ce qui fut autrefois le texte fondamental de notre République. Serge Federbusch, ancien élu du 10e arrondissement de Paris. Je trouve que c'est un dénigrement facile mais inexact. C'est une vraie question et ça a une vraie portée juridique d'inscrire dans la Constitution à une place importante, c'est-à-dire à celle des principes, la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Et ça permet après, dans le contrôle des lois, de prendre ça en considération. C'est pas que des bobos sentiments, très franchement.
Et excessif de le ramener côté, ça, effectivement, que soulignait Vincent, de un peu catalogue de foire aux idées, là, qui a émergé avec... alors, il y avait l'écriture inclusive, remplacer les droits de l'homme par les droits humains, j'en oublie certainement. Il y avait l'octénat aussi. Encore une fois, sexe va donner lieu à genre, on est d'accord, et je pense qu'on va avoir un petit problème. La race, vous voyez, c'est un mot qui a tellement changé de sens au cours de l'histoire. On parlait autrefois de race capétienne, quand on parlait de la dynastie capétienne. Ensuite, il y a eu, ça s'est biologisé au XIXe siècle, et évidemment avec l'hitlérisme. Maintenant, il y a quand même encore, on parle quand même d'ethnie, il y a encore les généticiens nous le démontrent. Je recommande un article magnifique de David Reich, qui est le grand généticien de Harvard, qui nous explique ça très bien, la question de la génétique et des groupes humains, qui est formidable. Un article de cette année qui à la fois renvoie tous ceux qui disent la race n'est que construction et ceux qui disent la race c'est le fondement de la politique, et qui est un superbe article vraiment par un vrai spécialiste. Donc je trouve que ça méritait aussi qu'on réfléchisse un peu plus à cette chose. Il y a une diversité humaine. Ce que je crains, vous voyez, dans ce genre de bonnes intentions, c'est que l'enfer en soit pavé, comme d'habitude. Moi, ce que je crains aussi, parce que c'est le retour du refoulé. C'est-à-dire que quand on enlève les mots, quand on enlève les gros mots, après, il y a quelqu'un qui les prononce. Oui. Ça s'est passé aux États-Unis, il a gagné les élections présidentielles, et il est élu parce qu'il les prononce. Et donc, si on poursuit cette forme de nettoyage éthique, de surveillance sémantique, on va faire attention à heurter personne, il va nécessairement y avoir un contre-effet qui va apparaître et qui peut être pire que ce que veulent dénoncer avec bonnes intentions ou pas ces gens-là. De l'Orwell soft, ça. Notre question Twitter, eh bien, vous êtes majoritairement à 65%, 2 sur 3. Merci Olivier Duhamel. Donc vous êtes... C'est mon jeu favori. Anticipé. Vous voyez, d'être venu souvent, ça vous a... Hein. Claudine, il n'y a pas plus urgent à débattre que ce genre de bêtises. Et Julie Jo, il y a plus important à régler que ça. C'est effectivement aussi un petit peu ce qui ressort. C'est le côté... C'est-à-dire la politique du symbole quand on agit moins politiquement sur des choses plus concrètes, quoi. Et pour terminer, oui, on va écouter Jean-Christophe Lagarde parce qu'il s'est exprimé sur le sujet, le responsable de l'UDI, et pour lui, c'est compliqué aussi. On l'écoute. Dans le reste du corpus de la loi française, le morasse est souvent cité. Ce qui avait bloqué à l'époque, en 2008, c'était plutôt qu'il fallait faire le travail dans le code pénal, nous disait-on avant, code pénal et autres. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on attende encore 10 ans. Adoptons-le dans la Constitution, mais que tout le monde, et la majorité notamment, s'engage à faire disparaître ce mot de partout, parce que là, l'interprétation du Conseil constitutionnel pourrait ultérieurement porter difficulté sur des capacités que nous aurions à poursuivre des actes racistes. C'est un argument très solide pour ne pas changer la Constitution, pour dire qu'il le vote. Non, mais le fait qu'il y a des conséquences qu'il va y avoir après un problème de différence entre le texte constitutionnel et le code pénal, la loi positive, ça va devenir un peu invraisemblable, cette histoire. Et on ne l'a pas vraiment évoqué, mais effectivement, le mot sexe, c'est indispensable ou pas ? Non, ce n'est pas indispensable parce qu'il y a un principe d'égalité et que le principe d'égalité s'applique évidemment sur l'égalité entre hommes et femmes. Donc là, il y a du beau sentiment, vous diriez ? Il y a un excès de recherche de symbolisme. Bobo sentiment, il n'y a pas que sur ça. Ce sujet, il n'y a pas que ça, mais toutes les demandes relatives à l'égalité ne relèvent pas de sentiments forcément bobos. Et puis en plus, tous les bobos sentiments ne sont pas nuls, donc cette expression est un peu compliquée pour moi. Mais vous allez me dire, parce que je suis un bobo sentimental, donc je ne vais pas m'en sortir. Quoi qu'il arrive, on ne sort pas. Donc, forcément coupable. Voilà. Mais il y a quand même une accélération. Alors c'est pas nouveau, mais pourquoi est-il nécessaire de changer ces articles de la Constitution aujourd'hui en installant, parce que moi j'ai entendu Madame Schiappa expliquer pourquoi il fallait installer l'égalité femmes-hommes, car il faut le dire dans ce sens. Je trouve qu'il y a quelque chose de on va dire un truc débile d'ailleurs, parce que complètement frénétique. On va pas dire égalité homme-femme. Ouais, franchement, il y a quand même des limites à la connerie. Mais l'ordre alphabétique, F avant H. Qui enlève à la politique une vertu de prudence qui fait qu'on s'approche de ces trucs-là quand c'est vraiment nécessaire. Oui. Et puis là, c'est quand même un beau débat. Moi, je trouve que c'était un beau débat, cette histoire. Ça ne méritait pas d'être réglé par un amendement au coin du bois. De façon, parce que c'était pas dans le cette question-là, franchement, il faut inviter les grands philosophes gauchers, les constitutionnalistes comme Olivier Duhamel, et puis une vraie dispute. Non, c'est quand même des très grands sujets. Ça se règle pas, justement, parce que c'est dans l'air du temps. Voilà. Et avec tous les effets qu'a évoqué donc
le patron de l'UDI et qu'on a évoqué autour de cette table, et qu'il y a certainement d'autres idées, des objections juridiques, politiques, je dirais psychologiques et éthiques. Voilà. Tout homme va au bout de son pouvoir. Thucydide. Vous êtes député dans une commission des lois qui examine un texte constitutionnel. Alors, on va parler un Marie Amélie va jusqu'au bout de du son pouvoir. Panthéon, oui. Et alors, Simone Veil, je pense qu'elle aurait été favorable à la disparition du mot race de la... Non, pas sûr. Au contraire, je ne sais pas. Enfin, on peut pas... laquelle d'ailleurs? Laquelle Simone Veil? Avec un V. Oui. Elle entre, on le sait, au Panthéon dimanche. Elle sera la 77e personnalité à recevoir l'hommage de la patrie reconnaissante. En 2015, c'était Geneviève Antonios de Gaulle, de Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zay qui l'avaient précédé dans la nécropole laïque. Alors moi, j'ai une question toute simple. Quels sont vos grands hommes ou grandes femmes que vous souhaiteriez voir succéder à Simone Veil? Sylvain Courage, une idée. Je ne sais pas s'il faut poursuivre le remplissage du Panthéon. Je ne suis pas personnellement très 77 favorable. pour le Panthéon, il y a de la place encore. Oui, il y a de la place, mais il faut peut-être laisser passer un peu de temps pour distinguer vraiment qui sont les héros. Dans le cas de Simone Veil, c'était tellement évident. Moi, je n'ai pas personnellement d'idée à ce stade sur les grands personnages qui conviendraient de transférer au Panthéon. Donc Joker. Désolé. Votre voisin de gauche. Au risque de vous surprendre, l'abbé Pierre. Bon. Ça avait été déjà évoqué. Oui. Le problème, c'est qu'il a peut-être voulu être enterré il y a le problème de la terre consacrée, comme on dit. Enfin, il y a plusieurs problèmes. D'abord, alors, il y a Vincent, comment je s'empare du sujet. on aborde le Panthéon. Tillinac, dans un de ses livres, dit que le Panthéon de la droite, c'est la nécropole des rois de la basilique Saint-Denis, et que le Panthéon est un lieu qu'on peut admirer, mais qu'on n'est pas obligé d'adorer. C'est un peu froid. Vous vous souvenez de la chanson de Brassens, pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon. Bon. Alors, donc Brassens peut-être. Voilà, je pense que Brassens, si on le mettait au Panthéon, il serait terrifié. Moi, il y a une personne, il me semble, qui est extraordinairement contemporaine et qui pourrait enseigner beaucoup, beaucoup à notre temps. C'est Antoine de Saint-Exupéry, mais vu sa vie, vu son œuvre, l'enfermer dans cet endroit un peu froid me paraît pas extraordinairement bien pensé. Donc, Vous voulez mettre à Saint-Denis, donc. Comment ? Non, je veux le laisser là où il est. D'ailleurs, on l'a pas retrouvé. Mais voilà, j'avais pensé. Enfin, il y a beaucoup de gens, Brassens, qui sont admirables. Comment Vincent Trémollet peut trouver pour vous répondre une solution alors qu'il pense que c'est un lieu sinistre et qu'il n'a aucun intérêt? Non, et il est il choisit intéressant. une gloire, mais introuvable puisqu'elle a disparu. Mais oui, mais qui est quand même, vous lisez la lettre au général X de Saint-Exupéry 1943, et il décrit une partie des inquiétudes et des angoisses de la société contemporaine. Donc ce serait formidable qu'elle soit lue dans les écoles, mais au Panthéon, ça va être compliqué. À vous. Christophe Devoc. Oui, écoutez, aux grands hommes et aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Alors sur Simone Veil, je revenais à ce qu'on vient de dire quand même. Moi, je crois que Simone Veil aurait retenu à ce qu'on maintienne la race, parce que de même quand elle parle de son identité juive, elle dit « Je l'avais oublié, nous l'avions oublié, mais on a tellement voulu me la rappeler que le Kaddish sera dit sur ma tombe. » Vous savez cette magnifique phrase. Et je pense qu'elle aurait dit « Moi, la race, j'ai tellement souffert en son nom que je voudrais qu'elle reste. » Mais ça, c'est une hypothèse. Écoutez, ce n'est pas les gens qui manquent. Marc Bloch, ça ne s'est pas fait. Ça pourrait se refaire. Je crois qu'il n'y a pas d'obstacle majeur. Mais vous savez, il y a Jean Moulin. On pourrait mettre Daniel Cordier un jour, quand le jour viendra. Ce n'est pas les gens qui manquent. Et il y a aussi quelques inconnus, vous savez, dans le Panthéon. Toute une flopée de militaires. Toute une flopée de militaires de Napoléon. Mais le premier du Panthéon s'appelle La Boissière. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Oui, donc... Pour moi, je crois que ce n'est pas non plus le sujet majeur de la République. Et puis, il y a des questions. En effet, l'abbé Pierre, il faudrait savoir, pour un abbé quand même, s'il n'y a pas la question d'être enterré en terre chrétienne, pour quelqu'un qui est à la foi. Mais en effet, il y a quelques religieux très peu connus d'ailleurs aussi. Qui sont dedans. Oui. Mais évidemment, il y a l'abbé Grégoire. Mais non, comme vous savez, l'abbé Grégoire, sa foi flottait à la fin. Il y avait une liste qui avait été faite de femmes, alors, parce que c'était quand on se posait la question de... Alors, parler de George Sand, de Simone Veil avec la philosophe, Olympe de Gouges, Louise Michel, Sophie Germain, Berthier Albrecht et Émilie de Breteuil. Olympe de Gouges, je serais... La philosophe, elle est quand même morte en Angleterre pendant l'occupation et dévorée par l'idée de voir son pays occupé. Donc elle a vraiment une vie d'une intensité. Elle en est morte d'ailleurs. À la fois mystique et patriotique, qui est magnifique et extraordinaire. Mais là, elle est enterrée à Ashton. Oui. Olympe de Gouges, je vote tout à fait pour. C'était une femme exceptionnelle.
Elle a été en plus une victime de la Révolution. Je trouve que ce serait bien de la renvoyer au Panthéon, rien que pour embêter Marat, qui est dans le coin, qui était son pire ennemi. On a bien Rousseau et Voltaire, on pourrait avoir Marat et Olympe de Gouges. Et parmi les femmes, c'est une femme exceptionnelle qui a un combat féministe évidemment exemplaire, mais aussi un combat politique admirable, qu'on ne connaît pas bien. Et en plus, elle écrivait merveilleusement. Non, toujours pas. Johnny Hallyday. Olympe de Gouges, vous seriez d'accord, Olivier Duhamel? Oui, mais Olympe de Gouges, c'est bien parce que c'est, comme vous donnez les arguments des deux côtés, quoi. C'est de droite et de gauche. Si Alors, on a quelques suggestions de nos internautes. Stéphane qui nous propose Charles Baudelaire ou Guillaume Apollinaire. Sur le Figaro.fr, notre internaute s'appelle Not in My Backyard, Albert Camus. Et Naran qui nous propose Charpak, Georges Charpak. Il est chez lui, là. Il a besoin du soleil de midi, Camus. Il y a un moment où il faut aussi... Il faut être en phase avec Oui, quand on lit Le Premier Homme, et je ne sais plus lequel, il va en Bretagne, et il a l'impression d'être perdu, et quand il retrouve les lumières qu'il avait et en Algérie et en Provence, maintenant il repose sous ces lumières-là. Bon, on peut... Donc il faut c'est peut-être que pour la... Moi, je pense l'hommage aux grands hommes est très utile. Parfois, ou aux grandes femmes, les déplacer, c'est plus discutable. En tout cas, il faut respecter leur volonté. Quand la volonté a été exprimée de façon très forte. Mais je me souviens Pierre Mendès France avait voulu être incinéré et que ses cendres soient répandues à Louviers, qui était le premier lieu de ces élections. Et tous les gens, même parmi les proches qui voulaient envisager le Panthéon, bon, avec Mitterrand, il n'y avait pas beaucoup de risques, il faut dire. Mais le point de vue qu'il a emporté tout de suite, c'est on arrête ça, puisque c'est pas ce qu'il voulait. Les fils de Simone Veil se sont largement exprimés ces derniers jours et je crois que c'était Jean qui disait mais en fait jamais elle n'avait envisagé ça. Et c'était plutôt notre père Antoine Veil qui était peut-être plus qui lui l'avait évoqué. Mais elle. C'est bien qu'il rentre. Je trouve que un couple rentre. Moi je trouve que c'est quand même ça, c'est une belle assez histoire. génial. Mais d'abord, dans la vérité des événements, les enfants l'ont exigé. C'est-à-dire les enfants ont dit il n'y aura rien ou avec Antoine Veil. Et quand on sait la force qu'a eu ce couple, je veux dire, Antoine Veil, elle sort des camps en mai 45, elle rentre à Sciences Po en octobre 45, début 46, elle rencontre l'homme de sa vie, qui le restera toute sa vie durant, et elle aura un enfant très vite après, Jean Veil dont vous parlez. Donc c'est quand même un couple extraordinaire, et ça c'est une belle revanche que de ne pas les séparer, quoi. Eh bien, on restera là-dessus. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci spécialement à Olivier Duhamel qui nous a donc fait le plaisir d'être là toute cette année. Vous nous faites une petite... vous ne serez pas là début juillet, mais on vous retrouve à la rentrée. J'ai essayé, oui. Il faut que je vois comment je peux ajuster ça à une obligation professionnelle, mais ce serait avec plaisir car c'est vraiment délicieux de discuter et se disputer avec vous. Merci beaucoup et à demain pour un nouveau point de vue. Guillaume Roquette vous le présentera.